à toutes et à tous au sommaire de ce jeudi 13 février, notamment un potager écolo et amical à partager à Prangin, mais aussi la cérémonie de la personnalité de la Côte 2019. En plateau avec nos invités, nous revenons sur la Sueta avec deux municipaux nyonnais, Stéphanie Schmutz et Maurice Gué. Et puis on se mettra au sport avec le programme Glandois Bouge, le municipal en charge des sports Gilles Davoine avec Mathieu Glaire, délégué au sport de la ville, se chargeront de l'échauffement. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Nyon, c'est oui à la Sueta par 4017 oui contre 1838 non. Les Nyonnais ont accepté ce dimanche le projet municipal de la ville de Nyon concernant le plan d'affectation de la Sueta, un projet qui avait notamment été attaqué par voie de référendum. Florian Cavalieri a récolté les réactions à l'issue du résultat du vote. Le oui récolte 4017 voix. C'est magnifique. C'est vrai que c'est une belle récompense pour tout le travail qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. On va pouvoir aller de l'avant maintenant. C'est d'ailleurs un grand bravo aussi à tous les habitants qui nous ont soutenus à travers ce référendum et puis ces votations. Il y a aussi les partis politiques qui nous ont soutenus. Les Nyonnais sont grands gagnants de ce projet qui va pouvoir enfin avancer. Vous savez, c'est une victoire pour les habitants du quartier et pour les enfants, pour nos enfants. Ça oui, c'est une victoire. Vous avez jamais douté du fait que le projet l'emporterait? Non, j'avais peur, mais oui. Et je dis oui à la Sueta, on l'a mérité. Le point positif pour le comité référendaire, c'est qu'on a réussi à sonder, si on veut bien, les citoyens sur ce projet. Les citoyens, enfin les électeurs ont parlé, le projet est accepté. Maintenant, pour nous, ce qui va être important et ce qu'on espère vraiment, c'est que toutes les promesses qui ont été données pendant cette campagne par les partisans ainsi que par les promoteurs, toutes ces promesses soient respectées. Ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait un débat. Le débat a eu lieu. Il y a quand même un peu plus de 30% des habitants de Nyon qui sont peut-être pas d'accord avec cette forme d'urbanisation. Ma foi, l'avenir nous dira la suite. Je pense que le débat a été un peu déséquilibré par le fait que dans ce quartier, on a parlé beaucoup de logements sociaux. Pour nous, la forme urbaine n'était pas adéquate. C'est une densification exagérée. Et je pense que si on avait parlé d'un autre quartier, s'il n'y avait pas eu ce facteur logements sociaux en avant, le résultat aurait probablement été différent. Les arguments du comité référendaire qui étaient, il faut le dire, un peu démagogiques, qui jouaient sur l'émotion avec cet écureuil et le halte au béton, et bien visiblement ces arguments qui étaient pour une grande partie mensongers n'ont pas porté. Et moi, d'abord, je dédie cette magnifique victoire à Bernard Veufray, le chef du service d'urbanisme, qui est l'un des artisans de ce projet. Et je remercie, félicite la population nyonnaise qui n'a pas été bernée par les arguments des opposants au quartier. C'est la victoire d'un projet qui tenait la route, d'une vision qui était juste pour celle de l'avenir de la ville. Et puis quand il y a effectivement deux grands partis qui se mettent ensemble, enfin trois même, parce que les Verts, je pense, est aussi un grand parti, à se poser la question si vraiment il faut le désapprouver par les urnes. Bien évidemment, extrêmement contente du score sans appel, ce qui fait que maintenant ce projet est porté par la population, poussé par la population, puis qu'on va pouvoir avoir ces logements à disposition pour les Nyonnais. C'est un grand plébiscite de la population sur un quartier, un des premiers quartiers qui se rénove. Et puis c'est un plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on fera partout la même chose, mais en tout cas sur la vision, la manière de travailler avec les partenaires, c'était important que la population nous soutienne. Et on se réjouit de pouvoir maintenant mettre en route ce quartier. Validé par les urnes, le projet de la Sueta peut désormais avancer et être mis à l'enquête. Retour donc sur les temps forts et bien entendu sur l'avenir du projet avec nos deux invités. Stéphanie Schmutz, municipale en charge de la cohésion sociale et du logement. Maurice Gué, municipal en charge de l'urbanisme, tous deux pour la ville de Nyon. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci. Stéphanie Schmutz, j'aimerais commencer cette discussion avec vous. C'était la fête, dimanche de votation devenu pour vous donc un dimanche de fête à la Sueta. Comment les vainqueurs ont célébré cette victoire ? Comme il se doit dans le canton de Vaud, par un apéritif au centre portugais. Je pense que c'était important de se réunir, les partis qui avaient œuvré pour le projet, et puis les habitants et les LSR que chacun a fait sa part du travail. Et puis je pense que c'était important de se retrouver une dernière fois tous ensemble.
Une dernière fois, ou plutôt, on est au tout début de ce projet, donc c'est maintenant réellement que ça commence, j'ai envie de dire. Après 3 référendums perdus, on peut citer donc l'EVAM, la hausse d'impôts et la prolongation de l'ouverture des commerces le samedi. Ce résultat, il vous soulage, Maurice Gué? Oui, un magnifique résultat, après 70%. Je crois que c'est vraiment une satisfaction pour la municipalité. C'était important pour nous et pour le développement de la ville, ainsi que pour les citoyens. Je crois que les citoyens l'ont bien compris, c'est pour ça qu'on a eu ce magnifique résultat. Après justement 3 référendums perdus, on a envie de dire il était temps. Oui, il était temps, mais je crois qu'après, c'est des sujets différents. Chacun, voilà, les résultats, la population vote d'après sa conscience, mais là, on était vraiment sur un objet important pour le logement et pour le développement de la ville. J'aimerais revenir donc sur les temps forts de ce projet qui a son tout début. Un premier débat au conseil communal, ensuite le dépôt des signatures, une campagne vive et émotive tout au long justement de cette campagne. Et puis enfin un débat public organisé par La Côte et NRTV. À quel moment réellement est-ce que vous avez senti le vent tourner en votre faveur, Stéphanie Schmutz? Moi, je pense que c'est vrai que pendant la campagne de signature, c'est toujours difficile d'exprimer son opinion. La parole est aux opposants, au comité référendaire. Par contre, je crois qu'au moment où on a vraiment pu expliquer, qu'on a eu droit à la parole, autant le comité Oui à la Ciotat que les membres de la municipalité ou des membres de l'SR, je crois que petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable adhésion au projet et puis que les habitants de Nyon n'étaient pas dupes sur ce qui se jouait là à la Ciotat. C'était vraiment les logements abordables qui étaient au cœur du projet. On a souvent entendu du côté de la municipalité dire que ce projet servirait de modèle, d'exemple. Maurice Gué, durant le sujet, on vous a entendu, vous dites que vous ne referez pas forcément toujours la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'était un des arguments qui a été avancé par les référendaires, c'est à dire qu'on allait faire du copier-coller en fait, ce plan de quartier, ce qui n'est pas du tout le cas. On a d'autres quartiers qui vont se développer de manière totalement différente. Le modèle pour nous, c'était vraiment la manière dont on a conduit tout le dossier avec les propriétaires et les locataires. Et je vous engage à regarder ce qui se passe dans d'autres villes où les locataires sont traités de manière totalement différente de ce qui a été fait à Nyon. Ici, on n'a pas eu aucun recours avec les locataires. Ils ont vraiment été au centre de tout le dossier. C'est ce modèle-là qu'on souhaite pouvoir reprendre dans l'avenir, c'est de pouvoir expliquer la manière dont on peut travailler dans le cadre des rénovations de ces grands ensembles avec les locataires, avec les habitants et les personnes qui habitent dans ces quartiers. Pour vous comprendre, vous dites tout n'est pas à refaire, donc j'imagine qu'il n'y a pas du bon en tout. Quelles sont les leçons que vous tirez de ce référendum ? Alors, il y a du bon, oui. Le quartier a du bon. C'est clair qu'il y a toujours des défauts. Par contre, on ne peut pas appliquer le même modèle dans tous les quartiers. On a d'autres quartiers qui seront sous des formes différentes. Maintenant, je pense que sur ce référendum, l'avantage, c'est que, comme l'a dit ma collègue Stéphanie, c'est qu'on a pu, la municipalité a pu s'expliquer. On a pu déborder le cadre du référendum, puisqu'on était quand même sur un plan d'affectation. Or là, on a eu des considérations sur des discussions sur des sujets qui sont en aval, en fait, du plan d'affectation. Mais au moins, on a pu échanger, discuter avec la population et on a vu que les résultats étaient satisfaisants puisqu'on a passé d'un certain nombre de signataires du référendum et moins de personnes en fait ont refusé le référendum. Donc il y a des gens qui ont été convaincus par nos arguments. Certains n'ont pourtant pas été convaincus, forcément les opposants, tant du côté de cette petite partie des citoyens qui est pourtant quand même là. On peut citer l'argument écologique qu'on a beaucoup entendu durant la campagne, la forme urbanistique, à l'avenir. Est-ce que vous allez en tenir compte, Stéphanie Schmutz? J'ai envie de dire peut-être du côté social. Quelles sont les inquiétudes que vous allez tenir compte pour la suite? Je pense que l'inquiétude pourrait être, si un jour le côté soi-disant écologique l'emportait sur la construction. Je dis soi-disant parce qu'on a pu prouver et discuter avec les gens. Du reste, ce n'est pas pour rien qu'on avait le Parti des Verts avec nous. C'est qu'on a pu prouver que le nouveau projet était tout aussi et même mieux au point de vue écologique que ce qui existait à l'heure actuelle. Mais je crois que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les Nyonnais. Quand je dis les Nyonnais, je crois que c'est une préoccupation nationale, voire mondiale. Donc je pense qu'il faut être attentif à ça et être tout de suite bien expliquer ce qu'on veut faire et les plus du projet. Je pense que c'est important. Qu'est-ce qui va se passer maintenant en termes de calendrier? Quelles sont les échéances, Maurice Gué? Alors maintenant, peut-être juste encore pour compléter, c'est que l'environnement, l'écologie est un des axes principaux et la base en fait de tout travail dans un plan d'affectation. Donc on a vraiment tenu compte depuis la base. Alors maintenant, on va travailler sur le permis de construire avec les propriétaires pour en fait déposer vraiment l'autorisation de construire ces bâtiments. Et puis ensuite, il y a tout cet étapage en fait avec la démolition de la Ciotat et la reconstruction des îlots en succession.
Et vous allez confirmer ou pas mes propos, une mise à l'enquête cet été et début du chantier prévu pour 2021 ? Voilà, exactement. Voilà les dates à retenir. Par contre, on le rappelle, le plan d'affectation prévoit la destruction, donc on l'a dit, de 2 bars de la Suita et des Lupins pour construire à la place 4 îlots d'immeubles avec au total 387 logements, dont une majorité d'utilité publique. Selon le directeur de logement social roman, LSR qu'on a cité, la société qui porte ce projet, à la suite de ces 8 mois de retard et d'incertitude, une conséquence financière, une perte d'un peu plus d'un demi-million de francs en cause l'absence de loyer pendant 8 mois. Est-ce que cette perte, finalement, elle aura un impact justement sur le prix des loyers ou le coût de construction, Maurice Guay ? Alors, elle n'aura pas un impact sur ce dossier même, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le logement social roman est une association en fait, qui est à sans but lucratif. Donc, tout l'argent qui n'est pas utilisé ou qui a été dépensé ou perdu ne sera pas investi dans d'autres projets, dans d'autres logements. C'est ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait, cette perte-là, elle est pour le bien des habitants et des logements abordables qui seront faits dans le futur. C'est une perte sèche. Et pour l'avenir, mais peut-être pour rassurer finalement ces habitants encore plus, Stéphanie Schmutz, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Déjà leur dire merci, parce que je pense que sans eux, ça aurait été plus difficile de faire aboutir le projet. Et puis leur dire que la municipalité a mis tout en œuvre pour qu'ils soient relogés, qu'on n'ait pas des oppositions de locataires. Et puis je pense que ça, c'est une préoccupation qu'on aura dans l'avenir. Et puis qu'on est là aussi en discussion avec LSR pour le prix des loyers les loyers ont été annoncés, seront garantis. Nous avons un règlement maintenant pour les logements à loyer modéré et abordable et il sera appliqué. Les promesses seront donc tenues, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Stéphanie Schmutz, Maurice Guay, merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci. Le plus jeune municipal du canton habite Crassier. Alexandre Legrain a été élu tacitement ce mardi en compagnie d'Alison Rocha pour l'élection complémentaire à la municipalité de Crassier. Âgé de 20 ans, Alexandre Legrain devient ainsi le plus jeune municipal du canton de Vaud. Florian Cavallari est allé à sa rencontre quelques heures après le dépôt des listes. Et nous sommes à Crassier en ce mardi 11 février, il est tout juste midi et nous sommes avec l'un des 2 nouveaux municipaux puisque nous nous sommes acheminés vers une élection tacite. Alexandre Legrain, vous êtes désormais le plus jeune municipal du canton de Vaud. Oui, c'est un grand honneur et je remercie toutes les habitantes et les habitants de Crassier. C'est vrai que c'est assez étonnant de faire aussi un score aussi bon. Alors voilà, je suis assez honoré et très content du résultat. Il y avait 2 sièges à pourvoir, plusieurs candidats. Dimanche dernier, vous êtes arrivé à 8 voix de la majorité absolue. Est-ce qu'on pourrait dire que les jeux étaient faits déjà dimanche ? Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien sûr. Alors, c'était un bon résultat inespéré pour moi. Je pensais finir maximum en 3e place du premier tour. J'ai fini en 1re place. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc voilà. Vous avez désormais des ambitions, puisqu'il y a des dicastères à reprendre, mais vous souhaitez carrément créer de nouveaux dicastères. Alors, il faudra en discuter en séance du conseil municipal. C'est un collège, donc heureusement, je ne suis pas le seul à décider, mais il me semble effectivement que l'environnement et la jeunesse sont 2 thèmes assez importants à notre époque et qu'il faudrait les traiter avec une certaine vigueur au sein du conseil municipal. Vous l'avez dit, la jeunesse, vous étiez coprésident du Parlement des jeunes du district de Nyon. Cette année, c'est votre année, puisque vous avez aussi reçu le mérite citoyen de la ville de Nyon. Oui, c'est un peu mon année. Il y a tout qui s'enchaîne comme ça. Alors, j'espère que ça continue comme ça. Maintenant, voilà, il faut garder la tête froide et puis avancer tranquillement. Alors, à Crassier, il y a un conseil communal. Il y a plusieurs séances par année. Pas autant que dans les grandes villes comme Nyon et Gland. Expliquez-nous un petit peu le paysage politique de Crassier. Alors du point de vue des partis, il y a assez peu de membres des autorités qui sont membres d'un parti, d'après ce que j'ai pu comprendre. Finalement, on travaille tous dans l'intérêt de la commune avant tout. Donc du point de vue du paysage politique, c'est d'abord les intérêts de la commune qui priment et c'est vraiment dans cet esprit-là que je vais travailler. On l'a dit, vous êtes élu en compagnie d'Alison Rocha. Quand est-ce que vous allez être assermenté et quand est-ce que vous allez prendre vos fonctions en main ? Alors on m'a dit dans quelques semaines. Alors est-ce que ça va se faire lors de la prochaine séance du conseil municipal, du conseil communal, le 19 mars, ou est-ce que ça se fera avant ? Ça reste ouvert. Je suis pas pressé.
C'est une complémentaire, hein, il vous reste que quelques années, hein, les élections sont en 2021, j'imagine que c'est que le début, vous allez vous représenter et puis peut-être contester la candidature à la syndicature de Serge Mély, inamovible syndic de Crassier. Alors, c'est une question difficile que vous me posez là. Je vais probablement me représenter en 2021, mais il faut laisser le temps au temps. Donc, on verra d'ici là. Et concernant la syndicature, je pense qu'on va aussi... Je vais me laisser le temps d'avoir un petit peu d'expérience, mais je ne pense pas la briguer en 2021. Évidemment, c'était un petit clin d'œil. En tout cas, bravo à vous. Et puis, voilà, nous sommes avec le plus jeune municipal du canton de Vaud. Merci beaucoup, Alexandre Legrain. Merci à vous. Bouge, deuxième édition, vous avez peut-être reçu ce flyers à la maison, justement l'occasion d'en parler en plateau avec nos invités. Tout au long de l'année, la ville de Gland propose des activités gratuites liées au sport ou à la santé à ses citoyens. Au programme notamment du foot, du basket, du yoga ou encore du broomball. Une stratégie politique mise en place par la municipalité pour favoriser, dit, le vivre ensemble. Gilles Davoine, municipal en charge des sports. À vos côtés, Mathieu Glaire, délégué au sport pour la ville de Gland. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour. On parle donc sport. Mathieu Glaire, vous nous présentez une version dite améliorée et élargie. Quels sont finalement les besoins des citoyens avant tout ? Écoutez, je pense que les besoins des citoyens, c'est d'avoir des activités qui sont proposées à faire régulièrement durant toute l'année, autant pour les jeunes, les adultes que pour les seniors. Donc on a essayé de répondre à cette demande-là. Et puis on espère que ce programme va satisfaire la majorité de la population glandoise. Du côté de la municipalité, ces animations sont mises en avant dans le cadre de votre programme de législature. Vous souhaitez donc favoriser le vivre ensemble. Est-ce que c'est le rôle d'une politique d'insuffler une manière de vivre et le vivre ensemble, Gilles Davoine ? C'est ce que la municipalité de Gland pense en tout cas, puisque ça fait partie du programme de législature. Et je suis persuadé qu'effectivement c'est un chemin à suivre pour les autorités municipales, puisque c'est ça qui forme finalement le liant pour notre population. Et c'est de là qu'on peut partir sur des projets de toutes sortes qui vont pouvoir avoir l'approbation de l'ensemble de la population. Et je pense que c'est important d'avoir cette ambiance-là, on va dire, dans une ville. Et c'est ce que pour l'instant nous arrivons, à mon sens, à avoir dans la ville de Gland. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un rôle éducatif derrière le sport ? Éducatif, je crois aussi, en tout cas au niveau de la jeunesse. De toute façon, on sait que c'est lié évidemment très fortement à la santé. On a d'ailleurs aussi un programme santé. Alors c'est ma collègue Isabelle Menet qui s'en charge, mais c'est évidemment très très lié. Et puis après, il n'y a pas le côté éducatif, il y a l'idée de se dire que effectivement la population cherche aussi, et on le voit avec le succès de nos différentes activités, la population cherche effectivement à avoir des activités ensemble et donc se vivre ensemble. On le voit, une série d'activités pour les jeunes, vous le disiez, enfin pour tout le monde, Mathieu Glaire, depuis quelque temps. On assiste vraiment à une tendance du bien-être, santé. Donc, est-ce qu'il y a un marché à prendre là derrière ? Alors, je pense que ça existe depuis passablement d'années. Le bien-être, la santé, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, on va essayer d'amener à la population des réponses à leurs demandes ou de compléter les offres qui se passent dans les entreprises ou les clubs locaux de sport. Donc concrètement, par exemple, comment vous y répondez avec des sports peut-être un peu plus nouveaux, un peu plus ludiques ? Oui, ou aussi des multisports où chaque génération pourra se rencontrer autour d'une activité. Il y a ça où c'est un intérêt assez fort. Donc que la population se retrouve lors d'un événement sportif ou santé pour rassembler les personnes glandoises. Gilles Davoine, autre exercice important pour cette année 2020, le développement de nouvelles infrastructures sportives. On peut citer notamment la construction d'une patinoire régionale à Gland. Fin novembre, vous nous disiez d'ailleurs lors du conseil communal que vous validiez le budget donc de l'exercice 2020. Dans le plan des investissements, on pouvait lire 2 millions consacrés à cette fameuse patinoire. Voici ce que vous nous disiez à ce sujet. La patinoire va certainement, c'est le projet en tout cas de la municipalité, devrait être faite via en fait un octroi de droit de superficie et être construite par un privé, ce qui permet aussi du coup de ne pas avoir affaire au marché public et ce qui permettra de respecter, je l'espère, cette date au 2021 sur le terrain de Montely où c'est prévu, et donc cette patinoire régionale est toujours parfaitement d'actualité. Une promesse, donc, vous l'aurez compris à la maison, Gilles Davoine, la construction de cette patinoire régionale pour 2021 au niveau du calendrier politique. Qu'est-ce qui va se passer ?
Oh, alors, du calendrier politique, oui, pas que politique, mais politique, eh bien, il y aura une approbation du conseil communal de l'idée de base pour cette patinoire, qui est donc de ne pas la construire par la commune, mais de faire un droit de superficie et que ce soit construit par une société, en l'occurrence la Paty normalement, mais ça sera possible d'avoir évidemment d'autres soumissionnaires à cela. Enfin, soumissionnaire, le mot est peut-être pas bien choisi en l'espèce, mais l'idée est effectivement qu'on donne un droit de superficie et puis que ce soit une société privée qui construise la patinoire avec ensuite évidemment des droits pour la commune d'utiliser la patinoire, évidemment pour le public, pour que la population glandoise puisse en profiter. Est-ce que ça a un lien avec le prix? Parce que quand on lit 2 millions, finalement, ça peut paraître surprenant. On se dit seulement. Oui, c'est ce que je voulais dire justement lors de ce conseil communal, c'est que étonnamment personne n'a posé la question. Pourtant, dans le tableau d'investissement, en fait, ce prix a largement baissé, puisqu'une patinoire, ça ne coûte pas 2 millions. En l'occurrence, on a laissé ce montant-là pour les aménagements qu'on aurait peut-être à faire en relation avec. Alors, une patinoire, ça coûte plus si cher que ça coûte entre 7 et 8 millions, tout compris. Et c'est ça qui rend justement le projet intéressant parce que c'est possible de faire que la patinoire soit rentable ou quasiment rentable. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que le partenariat public-privé peut avoir lieu. Et donc, ça, c'est pour une infrastructure. Une autre très importante, Mathieu Glaire, c'est aussi la construction justement de la nouvelle salle des sports au Perreret. Là aussi, vous répondez finalement à un besoin, c'est la mise à disposition de lieux sportifs pour les sociétés locales. Oui, tout à fait. On a plus de 30 associations de clubs sportifs ici à Gland, et certaines assez conséquentes avec la gym, le basket et d'autres sports. Donc maintenant, on va pouvoir répondre à la demande de la population d'adhérer à des clubs sportifs, puisque les clubs devaient refuser des enfants faute de place pour eux. Et si on reprend donc ce programme, donnez-nous un petit peu envie de bouger. Mathieu Glaire, quels sont vos préférés? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Moi, je vous conseillerais tout. Il y a tout qui est intéressant, mais il y a aussi des nouveautés. Donc, on s'est tablé sur ce qu'on a fait en 2019, qui a la majorité eu du succès. Donc, maintenant, on a mis quelques nouveautés. On a mis le mois de la santé et du bien-être, où là, on va offrir à la population glandoise un mois pour se remettre en forme, autant physique que santé que dans le bien-être. Mois de la santé, c'est lequel? C'est celui-ci, le 22 mars, début 22 mars. La population sera avertie du programme par un tout-ménage et d'autres informations. Et puis l'autre chose, c'est une summer party qui aura lieu à la Falaise, qui va lancer l'été à la Falaise, où là, on a beaucoup d'activités qui vont avoir lieu dans ce lieu pour la population. Gilles Davoine, on vous connaît pour votre affection des costumes. Changer de costume, ça vous parle. Mais en tenue de sport, quand est-ce qu'on pourra vous voir? Bien joué. Je ne sais pas, je vais essayer de voir si je cours à la Gland Spring Run, qui est quand même notre événement phare. Une fois, il faudrait que je cours et que je fasse autre chose que de donner le départ. Mais je joue toujours au volleyball, en deuxième ligue. Donc, en l'occurrence, je vous invite à un de ces matchs. J'ai plus beaucoup le temps d'en faire. J'en ai fait que, je crois, 3 cette saison. Mais ça m'arrive encore. Et donc Gilles Davoine, municipal des sports, qui fera tomber la chemise, vous l'aurez compris. Mathieu Glaire, Gilles Davoine, merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci. Flavie Capozzi est élue personnalité de la Côte 2019. En août dernier, l'athlète glandoise traversait le Léman à la nage. Un exploit qui lui a donc valu les honneurs des lecteurs du quotidien régional mardi soir au Casino Théâtre de Rolle. À ses côtés, le Nobelisé Michel Mayor recevait quant à lui le prix de la rédaction 2019. Retour en images sur la cérémonie. Alors on va en fait désigner les 3 premiers dans le désordre. Avec plus de 400 votes, Flavie Capozzi est nommée personnalité de la Côte 2019 par les lecteurs du quotidien régional. En août dernier, avec ses 31h19 de nage, la nageuse glandoise traversait le Léman dans la longueur. Un bel exploit récompensé mardi soir au Casino Théâtre de Rolle durant la cérémonie organisée par la Côte. Déjà, c'est une grande surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis face à d'aussi grandes personnalités à côté, je suis vraiment super touchée. Donc vraiment, je suis trop contente. À ses côtés, le Trélésien Michel Mayor, le prix Nobel de physique pour sa découverte de la première planète en dehors du système solaire, était la star de la soirée. Les journalistes de la Côte lui ont attribué le prix de la rédaction 2019. Très très fier, parce que j'avais été sélectionné dans le groupe il y a quelques années et j'étais sorti avant-dernier. Et donc une remontée fulgurante cette année. Voilà, je suis très content. Comme quoi les derniers peuvent arriver les premiers. Exactement. Mais j'ai quand même beaucoup d'estime pour la numéro 1.
incroyable. Hein. Et quand elle dit que c'est le mental qui permet de gagner, c'est vrai. Hein. Non, énormément, très bon choix. Comme quand on y revient finalement, le mental, les neurones, les cerveaux, ça se travaille. Exactement, exactement. Plusieurs points communs rassemblaient les finalistes. Parmi le quintet final, l'œnologue Rodrigo Bento, Julien Gemely, meilleur buteur suisse, et l'équipe du Pied du Jura féminin, des personnalités dites attachantes. Personnalité de la côte, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui arrive à toucher les gens. Pour avoir des votes, c'est vraiment important. C'est une histoire, c'est une personnalité, c'est une force. Flavie Capozzi, on l'a tous suivi pendant tout un week-end. On a vu ses larmes, ses doutes, ses efforts. On se réveillait le matin, on regardait. Est-ce qu'elle est toujours dans l'eau ? Elle est toujours dans l'eau, c'est incroyable. Moi, je regardais avec mes filles. Et on l'a bien compris, Michel Mayer, qui était un petit peu votre chouchou de la rédaction. Vous étiez comme un gosse, comme un fan face à lui. Bah oui, je disais, c'est la première fois que je me retrouve devant un prix Nobel. Enfin, je pense pour tout le monde. La dernière fois que j'avais eu quelqu'un d'aussi intelligent devant moi, c'était en lisant Tintin, en voyant le professeur Tournesol. Enfin, non, c'est quand même incroyable. Durant la soirée, les finalistes ont régalé le public. Julien Gemely et sa famille ont concocté le buffet avec le service traiteur, tandis que le vin blanc venait de la cave de la côte où travaille l'œnologue Rodrigo Bento. Je pense qu'on boit du vin régional, du vin de la côte. Et voilà, donc on a participé à ça et participé à mettre en avant nos produits de la région. Pas trop déçu ? Non, pas du tout. Arriver deuxième, c'est déjà excellent. C'était que du bonus si on gagnait. Non, mais félicitations en tout cas à Flavie et puis à tous les autres concurrents qui ont participé. Ils méritaient tous autant que moi, donc c'est cool. Pour la note sucrée, c'est le délicieux chocolat de l'artisan Tristan Carbonato qui, comme d'habitude, récompensait les finalistes. La banane et les kiwis. Toujours plus grand, toujours plus beau, c'est un challenge. Mais c'est un super défi parce que je dois faire dire, je réfléchis, imaginer, plonger dans la vie du personnage. Et c'est un haut lieu de créativité qui est partagé. Donc ça, c'est extraordinaire. J'ai même fait sa petite combinaison de neige avec sa petite bouée rose dont les petits détails sont bonnets. Donc c'est assez... Puis c'est marrant parce que c'est un jeu. Non seulement c'est bon, mais c'est beau. Ah ouais. La relation, elle est énorme. Hein. C'est-à-dire que la bosse des maths, elle s'éduque avec du chocolat. Exactement. On a terminé la soirée sur une bonne nouvelle. La jeune athlète Flavie Capozzi a fait part de son nouveau défi. Toujours sur le Léman, j'ai projet de faire l'aller-retour. Donc Genève-Bouvray, Bouvray-Genève, et pour été 2021. Voilà. Donc c'est en train de se mettre en place. Rien n'est encore fait. Donc voilà, je le dis, mais c'est entre deux encore. Donc on verra, mais j'ai hâte en tout cas. Savez-vous planter les choux à la mode de Prangin? C'est la question que je vous pose et la réponse est tout de suite en image avec un groupe d'amis sur un terrain mis à disposition par la commune. Justement, ce groupe propose désormais un projet participatif d'agriculture responsable. Objectif, une production biologique et sans gaspillage alimentaire. Explication au micro de Florian Cavalieri. La grande richesse du projet, c'est de rassembler les professionnels et puis les consommateurs, les habitants du village, pour cultiver ensemble. C'est aussi un grand challenge de trouver l'équilibre entre l'implication des professionnels qu'on souhaite rémunérer à leur juste valeur et puis des jardiniers amateurs qui pourront renouer avec la terre. Voilà, parce que le principe, c'est ici, nous sommes à Prangin et vous avez un terrain de 2,5 hectares. Le but, créer un lien entre les urbains, la terre et les agriculteurs. Vous êtes l'agriculteur de ces parcelles. Qu'est-ce que vous êtes dit quand ces urbains, justement, sont venus vers vous présenter ce projet? J'ai trouvé ça intéressant en me disant, mais c'est important de renouer entre l'urbain et l'agriculteur parce qu'on n'est pas, je dirais, toujours compris dans tout ce qu'on fait. Et puis ça permet d'expliquer, de redonner la terre aux gens qui ont envie vraiment de recultiver, d'essayer de se remettre proche de la terre et de savoir comment on cultive des légumes. Arriver à faire ses propres légumes, ses propres salades, ses propres radis, oignons, patates, etc. Et je trouve que c'était intéressant de pouvoir
essayer de faire avec un petit lopin de terre une autre agriculture. Voilà, puis toute cette idée est née en fait d'une Caroline qui a un jour eu cette idée. Expliquez-nous comment est née cette idée. Donc Caroline a envie de faire évoluer les choses dans le village, mais aussi pour la planète. Donc c'est vrai que le projet a vraiment une grande dimension environnementale et puis on réfléchit à notre impact sur le climat. D'ailleurs, on va faire venir les gens, les jardiniers à vélo au potager. On va faire attention à ne pas trop utiliser d'eau pour l'irrigation. On a aussi planté une haie vive et d'autres structures pour favoriser la biodiversité. Et donc Caroline, vraiment, c'est ce qui lui plaisait, c'est de pouvoir va avoir des changements de mode d'agriculture et puis d'aller dans l'action, dans le positif, dans le concret, dans le constructif. Voilà. Puis une fois que cette idée a été présentée, la suite a suivi. Il y a même eu une séance d'information qui a eu lieu il y a quelques jours. Grand succès à Prangin, près de 80 personnes sont venues écouter ce que vous aviez envie de faire sur ce terrain. Tout à fait. Donc, on a été très, très heureux de cette large participation, 80 personnes. Il y a eu beaucoup de questions. On a pu, comme ça, préciser les choses, préciser le projet. Et puis, je crois qu'on a déjà une trentaine d'inscriptions, donc une trentaine de personnes qui souhaitent cultiver une parcelle pour ce printemps. Donc, ça part bien. Au départ, une cinquantaine de parcelles à cultiver. Vous êtes prêt à monter jusqu'à près de 200 parcelles à cultiver. Il y a cette notion, justement, d'agriculture, mais aussi cette notion, de la faune. Par exemple, vous allez nous l'expliquer. Moi, j'appelle ça du militantisme. Vous aimez pas trop ce terme, mais expliquez-nous quand même ce rapport entre animaux, agriculture et puis ce qui va être fait ici. Oui, alors, j'aime pas tel militantisme parce que je trouve que c'est pas toujours bien utilisé. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le développement d'une autre agriculture. Alors, dans l'histoire de la biodiversité, on parle beaucoup de biodiversité dans notre monde. Là, on a mis une haie vive. Alors, cette haie vive va être un hôtel, on va dire, pour tous les oiseaux, papillons, insectes, etc. Et puis, l'idée, c'est aussi de mettre des tas de cailloux, comme on dit. Alors, vous le voyez dans le film, on parle de ce tas de cailloux, éventuellement pour les hermines, les vipères, enfin, toute une diversité de faune qu'on peut amener et qui peuvent nous donner un coup de main dans notre culture et dans dans toute la défense qu'on a besoin dans une culture. C'est une nouvelle vision, finalement, un nouveau rapport entre l'agriculture, les citadins et finalement les gens qui travaillent la terre. Pour mener à bien ce projet au potager de Prangin, a besoin de 25 000 francs. Déjà, une petite partie de la somme a été récoltée. Mais à quoi serviront ces 25 000 francs ? Alors tout à fait, la recherche de financement participatif va permettre de lancer le projet, notamment le système d'irrigation et puis les autres structures qui sont nécessaires. Donc à cette recherche de fonds, tout le monde peut nous soutenir, que ce soit les individus, les entreprises, les commerces, les fondations, etc. On a encore besoin d'environ 18 000 francs. Elle se passe sur le site internet yeswefarm.ch. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine ici à cette même place, mais aussi, vous le savez, à travers les routes du district. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.